Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. On m'a donné des sœurs jumelles Apache comme esclaves en récompense, mais je ne les ai pas utilisées. Je les ai laissées libres. Avant de nous plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le soleil de l'Arizona tapait dur en fin de matinée, s'abattant sur le désert comme pour tout aplatir sous son poids. Le shérif Boone Laramie avançait lentement à cheval sur la piste de terre rouge qui menait à une mesa accidentée. Sa monture respirait lourdement sous lui. Chaque pas laissait derrière lui une empreinte sombre et imbibée de sueur. Il ne poussait pas l'animal. Il ne le faisait jamais. Derrière la selle, solidement attaché avec du cuir brut et du sang, un homme à moitié mort rebondissait à chaque soubresaut du sentier. Une prime que Boone avait mis 6 jours à attraper et presque 2 de plus à ramener vivante. Le hors-la-loi avait campé dans les contreforts à l'ouest de la gorge Apache, volant du bétail, tirant sur les éleveurs et disparaissant dans la pierre comme de la fumée. Boone l'avait traqué sans dormir la nuit précédente, avait attendu qu'il baisse sa garde et l'avait maîtrisé avec une corde et son pistolet, mais ça n'avait pas été propre. Le hors-la-loi était un homme grand et rendu sauvage par la fièvre, mais Boone l'avait eu vivant. C'était le marché. Maintenant, alors que Boone approchait des abords de la ville, ses yeux balayaient les mêmes repères que d'habitude. La forge vide de M.C. Eddie, l'église au clocher penché, l'abreuvoir sec devant le saloon Calhoun. L'endroit semblait le même qu'il y a 5 ans, quand il était arrivé avec un insigne fraîchement épinglé. Maintenant, il portait ce même insigne à l'intérieur de son manteau, là où personne ne pouvait le voir. Boone n'était pas de Broken Mesa. Il était né près de Murfreesboro, Tennessee, deuxième fils d'un fermier et d'une femme silencieuse morte prématurément, laissant dans la famille un vide que personne n'avait comblé. Il s'était engagé dans la guerre trop jeune, l'avait quitté plus vieux qu'il ne l'aurait voulu et avait pris l'insigne en pensant que cela arrangerait quelque chose. Ça n'a rien arrangé. Après le désastre d'Agua Fria, après ce qu'il avait fait là-bas, il l'avait raccroché et avait disparu pendant une demi-décennie. Quand la ville l'avait supplié de revenir l'année dernière, il n'avait pas répondu. Puis ils avaient envoyé un garçon avec une balle dans le ventre et Boone s'était dit qu'il devait bien quelque chose à quelqu'un. Alors il était venu. Cette prime était censée être simple. Le ramener. Être payé. Rester tranquille. Boone descendit lentement de cheval en atteignant les larges marches de la mairie. Le hors-la-loi gisait immobile sur la clé derrière lui, sa respiration faible mais toujours présente. Boone attacha son cheval au poteau et leva les yeux. Le conseiller Pritchard attendait déjà, accompagné de 2 commerçants bien rasés que Boone ne connaissait pas. La ville aimait habiller ses affaires de gilets et de moustaches taillées, mais Boone connaissait le genre. Il n'avait jamais dressé un cheval, jamais manié une pelle, jamais eu les mains ensanglantées sauf si ça payait double. « Vous l'avez eu » dit Pritchard en s'avançant, la voix trop forte pour la rue calme. « Je ne pensais pas que vous reviendriez. Pas avec la façon dont il tire sur les gens. » Boone ne prit pas la peine de répondre. Il sortit une clé de sa ceinture, celle qui avait verrouillé les menottes du hors-la-loi, et la laissa tomber dans la main de l'homme. « Il est vivant » dit Boone d'un ton neutre. C'était la condition. Vivant, payé intégralement. Pritchard eut un sourire narquois et fit un petit signe de tête au commerçant derrière lui. Il l'est, en effet. Eh bien, shérif, vous serez heureux d'apprendre que le conseil a décidé de vous récompenser avec plus que de l'argent. Il s'écarta. Nous avons autre chose. Une porte s'ouvrit. 2 femmes sortirent. Elles étaient jeunes, Apache, pieds nus, les poignets liés par une épaisse corde de chanvre. Leurs robes étaient usées, tachées par le voyage et la saleté. Leurs cheveux longs et noirs tombaient sans être brossés, leurs visages immobiles et durs. Elles ne regardaient personne. Ni Boone, ni l'une l'autre, juste droit devant. Ce sont des jumelles, dit Pritchard, comme si ce détail rendait l'offre plus douce. Prises à une caravane de marchands près de la frontière. Personne ne les a réclamées. Nous avons pensé que vous pourriez vouloir quelque chose pour votre cabane. De la compagnie, de l'aide, ce qui vous convient. La mâchoire de Boone se contracta, à peine perceptiblement. Il ne bougea pas, ne parla pas. Nous ne sommes pas légalement tenus de les garder, poursuivit Pritchard, la voix s'accélérant comme s'il sentait le moment lui échapper. Elles ne nous sont d'aucune utilité, et si nous les laissons partir, soit elles mourront, soit elles retourneront dans des groupes de pillards. Mais entre vos mains? Eh bien? Il fit un geste entre Boone et les jumelles. C'est une pitié, shérif, et un marché équitable.
La main de Boone se déplaça lentement vers le couteau de chasse attaché à sa hanche. Le conseiller se raidit, observant, mais Boone ne le dégaina pas avec colère. Il s'avança, tendit la main vers la femme la plus proche. Sa peau tressaillit subtilement, mais elle ne bougea pas, et il utilisa le couteau pour couper la corde qui liait ses poignets. Puis il fit de même pour l'autre. La corde tomba en un tas entre leurs pieds. Il rendit le couteau à Pritchard sans un mot, se retourna, descendit les marches et remonta sur son cheval. « Attendez une seconde » cria Pritchard, mais Boone ne s'arrêta pas. Il descendit la rue principale, repartant par où il était venu. Il ne regarda pas par-dessus son épaule. Les femmes ne le suivirent pas au début. Elles restèrent immobiles, déliées, sans bouger. Puis, après une minute, elles se tournèrent et commencèrent à marcher. Pas vers un abri, pas vers le saloon ou le marché, mais derrière lui. Des pas silencieux, une allure mesurée, sans courir, sans demander, simplement en le suivant. Le soleil était bas quand Boone atteignit sa terre. Il vivait à environ 3 kilomètres de là, dans une petite cabane en bois construite de ses mains, pièce par pièce après la guerre. Derrière elle se trouvait une grange de guingois, un corral étroit et un vieux puits creusé à la main qui n'avait jamais donné d'eau claire, mais ne s'était jamais asséché non plus. Il glissa de son cheval, le mena à l'écurie et le décella au toucher. Quand il ressortit, il les vit, les deux femmes, à 20 mètres de là, près de la clôture, qui observaient. Boone les fixa un long moment. Elles ne s'avancèrent pas. Il laissa la porte de la grange ouverte, entra dans sa cabane et referma la porte derrière lui. Une demi-heure passa. Puis la porte grinça de nouveau, et Boone sortit, portant une assiette en étain. Il se dirigea vers le porche, posa l'assiette sur la marche supérieure et rentra. Au matin, l'assiette était vide. Les femmes étaient assises près de la grange, adossées au mur extérieur, enveloppées dans de vieilles couvertures de sel. Elles n'avaient pas fui. Elles n'avaient pas parlé. Elles étaient toujours là. Boone se tenait sur le porche avec une tasse de café, les regardant. Il ne savait pas quoi en penser. Il n'était pas un sauveur. Il ne les avait pas ramenées chez lui. Il ne savait même pas s'il les voulait là. Mais quelque chose dans leur façon de rester, silencieuse, observant, attendant, lui disait qu'elles ne cherchaient pas de permission. Elles avaient juste besoin d'un endroit où s'arrêter, un endroit calme. Il se retourna, rentra et prépara une autre tasse. Puis il sortit 3 tasses le lendemain matin et ne dit pas un mot point l'air du matin était plus frais que la veille. Une brume pâle flottait bas sur le champ derrière la cabane de Boone, là où les herbes sauvages s'accrochaient aux dernières humidités du printemps avant que l'été ne les brûle. Boone se tenait sur le porche, à sa place habituelle, sirotant une tasse en étain d'où s'échappait une légère vapeur. Il ne jeta pas un coup d'œil vers la grange, mais il savait qu'elles étaient toujours là. Il les avait entendues bouger dans la nuit, des mouvements doux, pas de paroles, juste le bruit feutré des couvertures contre la terre. Il n'était pas sûr de ce à quoi il s'attendait en quittant la ville sans un mot. Il ne leur avait pas dit de venir, ne leur avait pas demandé de rester. Il n'avait donné aucune instruction, aucune offre, aucun avertissement. Mais elles étaient là. Cette partie pesait encore lourdement sur lui. Qu'est-ce que ça signifiait exactement? Couper leurs cordes, s'en aller et laisser une assiette de haricots. Il n'essayait de sauver personne. Il ne savait même pas comment faire. La porte grinça derrière lui. Boone rentra, attrapa la vieille cafetière sur le poêle et versa 2 autres tasses. Il les sortit et les posa doucement sur le bord du porche, une de chaque côté de la marche. Puis il retourna à sa chaise, s'assit et attendit. 10 minutes passèrent avant que la porte de la grange ne s'entr'ouvre. Allô sortit la première, l'aînée. Il ne connaissait son nom que parce qu'il avait été griffonné sur un papier que le conseiller lui avait donné et n'avait jamais réclamé. Elle ne regarda pas Boone directement. Elle avait les cheveux tressés ce matin-là et son pas était lent mais assuré. Nia suivit de près, pieds nus et silencieuse. Ses mains étaient enroulées dans la couverture de la nuit dernière et Boone remarqua que ses épaules étaient contractées contre le froid matinal. Elles s'arrêtèrent à quelques pas du porche. Boone ne bougea pas, ne parla pas. Finalement, Allô s'avança, s'accroupit et prit une tasse. Elle ne dit rien, se retourna simplement, tendit l'autre à Nia, et toutes deux s'assirent près de la clôture basse. Elles burent lentement. Boone reporta son regard sur le champ. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il était, tout simplement. Ce fut le rythme des 3 jours suivants. Il apportait de la nourriture sur les marches, du pain de maïs sec, du ragoût s'il en faisait, du jerky s'il n'y avait rien d'autre,
et le laissait sans un mot. Les jumelles apparaissaient de la grange à peu près à la même heure chaque jour, prenaient la nourriture, buvaient le café et retournaient à la grange. Elles n'entraient pas dans sa cabane. Elles ne demandaient rien. Et Boone n'offrait pas plus que ce qu'il donnait déjà. Mais chaque jour, quelque chose changeait, même légèrement. Le deuxième matin, Nia ramassa les œufs du poulailler avant que Boone ne puisse le faire. Elle les laissa en une rangée nette sur un chiffon usé près de la pompe. Elle n'en dit jamais un mot. Le troisième matin, Halo raccommoda une de ses chemises. Boone la trouva pliée et cousue, posée sur la rampe du porche. Il n'avait rien demandé, ne l'avait pas laissée là pour qu'elle la répare, mais elle l'avait fait quand même. Il commença à remarquer de petites choses. La façon dont Halo l'observait quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, les yeux vifs et alertes comme si elle attendait toujours de comprendre quel genre d'homme il était vraiment. La manière dont Nia s'occupait des animaux, brossant toujours le pelage du vieux mulet ou donnant les restes aux poules. Des mains douces, comme si elle avait été entourée de bétail la majeure partie de sa vie. Il y avait en elle une quiétude, oui, mais pas de faiblesse. Juste quelque chose de renfermé, comme si on lui avait marché dessus une fois de trop. Il ne demanda pas ce qui s'était passé avant qu'elle ne se retrouve derrière cette porte à la mairie. Il n'avait pas besoin des détails. Il avait vu assez de choses dans sa vie pour savoir ce que les gens faisaient quand personne ne regardait. Le papier que Pritchard lui avait remis disait qu'elles avaient été récupérées d'une caravane de marchands. Pas de nom, pas de tribu, pas de famille, aucune trace de leur provenance ou de combien de temps elles avaient été échangées. C'était le genre de choses que les hommes de Broken Mesa ne disaient pas à voix haute. Mais Boone comprenait ce que cela signifiait. Il eut la décence de ne pas leur demander de le dire. Cette nuit-là, une pluie fine arriva de l'ouest, tapotant contre le toit. Boone était assis près du petit foyer, bottes enlevées, chemise suspendue pour sécher. Il pouvait encore les entendre bouger dans la grange, remuant le foin, traînant des caisses. Puis le silence, un long silence. Il se leva, alla à la porte et regarda dehors. La porte de la grange était entr'ouverte. Il ne voyait pas grand-chose au-delà de l'obscurité, juste des ombres et la faible odeur de terre mouillée. Pendant un instant, Boone songea à retourner à sa chaise, mais quelque chose dans la nuit le rendait mal à l'aise. Il attrapa son manteau, descendit du porche et marcha sous la pluie. À l'intérieur de la grange, Halo était recroquevillée dans la paille avec sa sœur à ses côtés. Une couverture les recouvrait toutes les deux, mais Boone pouvait voir Nia trembler en dessous. Elle avait de la fièvre. Il pouvait le dire à sa respiration, rapide et superficielle, et à la brillance humide de son front. Halo leva les yeux quand il entra. Son expression n'était pas surprise, mais tendue. Boone s'accroupit lentement, pas trop près. Elle est malade. Halo ne parla pas, hocha juste la tête une fois. Il prit une inspiration. Je vais chercher quelque chose. Il se retourna à la cabane et rassembla une bassine d'eau, des chiffons propres et le reste de sa teinture de saule. Il n'était pas médecin, mais il en savait assez depuis ses jours à l'armée. Il rapporta tout à la grange et le posa à côté d'elle. Il ne dit rien de plus, s'assit simplement de l'autre côté de la grange et attendit. Pendant les heures qui suivirent, il resta à proximité, changeant le chiffon quand la fièvre montait, donnant des gorgées d'eau à Nia quand elle pouvait avaler. Halo ne quitta pas le côté de sa sœur. Elle ne pleurait pas, ne parlait pas, mais il y avait une panique silencieuse dans ses yeux que Boone avait déjà vue dans les tranchées, chez les veuves, chez les hommes portant un poids trop lourd. À un moment donné de la nuit, Nia cessa de trembler. Sa respiration se régularisa. Halo appuya sa tête contre le poteau derrière elle et ferma les yeux. Boone ne bougea pas. Il resta assis là, dans la grange sombre, avec la pluie dehors et les deux sœurs blotties sous une vieille couverture de cheval. Il ne savait pas ce qui allait suivre. Il n'avait rien prévu de tout cela. Mais elles étaient là maintenant, et elles respiraient encore. Ça comptait pour quelque chose. Au matin, la pluie avait cessé. L'air extérieur était lourd et immobile, du genre qui rendait chaque grincement de bois ou chaque appel d'oiseau lointain plus fort qu'il ne l'était. Boone se tenait devant la grange, la porte entr'ouverte derrière lui, en train de retrousser ses manches. Il n'avait pas dormi. Il ne se sentait jamais bien quand les choses étaient incertaines, et avoir quelqu'un sous son toit, ou près de celui-ci, brûlant de fièvre, était un poids plus lourd que celui qu'il avait l'habitude de porter. À l'intérieur, Nia se reposait enfin plus profondément. Son visage avait repris des couleurs. Pas beaucoup, mais assez pour savoir que le pire était passé. Boone avait vu des hommes ne pas survivre à moins que ça.
Elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Alo n'avait pas dormi non plus. Elle était assise à côté de sa sœur, le dos droit, les mains jointes. Elle avait gardé le chiffon humide sur le front de Nia toute la nuit, le changeant elle-même sans rien demander, faisant ce qui devait être fait. Quand Boone revint juste avant l'aube avec plus d'eau propre, elle leva les yeux et, pour la première fois, croisa son regard sans baisser le sien. Il n'y avait pas de peur sur son visage, juste de l'épuisement et autre chose. Quelque chose de plus stable. Boone ne parla pas. Il posa l'eau et recula, lui laissant son espace. La grange avait toujours été pour les outils et les chevaux, mais maintenant, le coin du foin avait été dégagé. Quelques caisses avaient été rapprochées pour former une sorte de lit de fortune. Boone ne savait pas quand elles avaient fait ça, mais c'était logique. Les sœurs s'étaient taillé une place sans rien demander, et il ne les avait pas arrêtées. De retour à la maison, il réchauffa des restes de haricots et de maïs dans une poêle et les divisa en 3. Quand il sortit sur le porche, seule Alo était dehors. Elle s'approcha tranquillement, prit l'assiette et cette fois, marqua une pause d'une seconde de plus avant de hocher la tête une fois, en signe de reconnaissance. Ce n'était pas un merci, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus. Boone lui rendit un léger signe de tête et retourna à son siège. Il mangea lentement, regardant la lumière se lever sur le champ. Il y avait longtemps que personne n'avait partagé cette terre avec lui. Il était venu ici après que tout avait mal tourné à Agua Fria. Après la fusillade, après que le bureau du marshal s'était effondré sous son propre poids, après le meurtre dont il ne parlait jamais. Il n'avait pas prévu de rester longtemps, voulait juste un endroit calme pour se faire oublier. Mais l'endroit lui avait plu. Il avait construit la clôture, le poulailler, réparé le puits. La cabane, rafistolée à partir de vieux plans et de bois dur, était devenue quelque chose qui le maintenait en vie. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais abrité que lui et le vent. Plus tard dans l'après-midi, Alo vint à la pompe. Elle actionna la poignée elle-même, remplit un petit seau en étain, puis se retourna vers la grange. Boone remarqua sa façon de bouger, les épaules droites, les gestes prudents. Elle n'agissait pas comme quelqu'un qui attend des ordres. Elle se comportait comme quelqu'un qui avait cessé de demander la permission il y a longtemps. Les 2 jours suivants passèrent à un rythme que Boone n'avait pas prévu. La fièvre de Nia tomba et, bien qu'elle soit encore faible, elle réussit à s'asseoir et à manger de la nourriture solide. Alo passait la plupart de ses journées à s'occuper de la grange, brossant le mulet, balayant le sol, réparant ce qu'elle pouvait trouver à réparer. Boone ne lui demanda rien de tout cela. Elle le faisait, tout simplement. Et, chose étrange, cela rendait les choses plus calmes, plus faciles. Il n'avait voulu personne près de ses routines, pas depuis des années. Mais il se surprenait à laisser des outils là où elle pouvait les trouver, à aiguiser des couteaux supplémentaires, à préparer plus de nourriture que d'habitude. Le 3e soir, alors qu'il retirait des clous d'une vieille traverse de clôture derrière la cabane, il entendit des pas. Alo se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés, tenant un paquet de tissu à son côté. Elle hésita, puis s'avança et le lui tendit. Boone le prit. C'était la chemise qu'elle avait raccommodée plus tôt, cette fois entièrement nettoyée et repassée à plat. La couture le long de la déchirure était solide, plus serrée qu'il ne l'aurait faite lui-même. Boone hocha la tête une fois, lentement. « Merci. » Elle ne répondit pas, mais ne détourna pas non plus le regard. Il y eut une pause entre eux qui pesa lourdement, mais sans être inconfortable. Elle semblait le jauger à nouveau, observant son visage, sa posture. Boone la laissa faire. Puis elle se retourna et retourna vers la grange. Cette nuit-là, Boone resta assis sur le porche plus longtemps que d'habitude. Le soleil était tombé, ne laissant qu'une traînée rose au bord de l'horizon. Les grillons avaient commencé leur chant dans les broussailles. Il regarda la grange, vit la faible lueur d'une lanterne à l'intérieur et écouta le bruit sourd des pas de temps en temps. Il repensa à la voix du conseiller ce jour-là. « Nous avons pensé que vous apprécieriez quelque chose de plus durable. » La colère le frappa, lente mais profonde. L'idée que 2 femmes vivantes et respirantes aient été données comme du bétail lui retournait encore l'estomac. Point il n'avait prévu d'accueillir personne. Ne cherchez pas le changement, mais celui-ci se produisait quand même. Alo et Nia n'avaient pas dit plus de quelques mots depuis leur arrivée. Elle n'expliquait pas pourquoi elle l'avait suivi, pourquoi elle restait, ou ce qu'elle voulait. Mais Boone commençait à comprendre que ce n'était pas ce qui importait. Certaines personnes n'avaient pas besoin de parler pour se faire comprendre. Au matin, sa décision était prise. Elle ne partirait nulle part, à moins de le vouloir. Il se fichait de ce que la ville disait.
se fichait des papiers ou de qui pensait qu'elles appartenaient à qui. Il s'assurerait qu'elles aient une place ici. C'était suffisant pour le moment. Boone se leva avant le lever du soleil, comme toujours. L'air était froid et sec, du genre qui s'infiltre dans vos articulations et prévient que le printemps commence à céder sa place. Il remplit la bouilloire, la posa sur le poêle et s'assit à la table, une main enroulée autour de sa tasse, regardant la vapeur s'élever du métal. Cela faisait presque une semaine que les femmes étaient arrivées. Elles n'avaient toujours pas mis les pieds dans la cabane, mais leur présence s'était étendue sur la propriété, subtile, silencieuse, tacite. Chaque outil qu'ils cherchaient était à sa place. Les animaux étaient calmes, nourris, brossés. Ses bottes, autrefois enlevées d'un coup de pied par habitude, étaient maintenant bien rangées près de la porte. Il ne l'avait pas demandé. Elle n'avait pas demandé la permission, mais les choses changeaient. Au moment où le soleil franchit les collines, Boone avait 2 tasses de café qui refroidissaient sur la rampe du porche et une 3e à la main. Il jeta un coup d'œil vers la grange. Alo était déjà dehors, attachant une corde à un poteau de clôture. Elle essayait de réparer une section lâche qui s'affaissait depuis des semaines, quelque chose qu'il avait l'intention de faire, mais n'avait pas fait. Nia était assise sur un seau renversé près du poulailler, une couverture enroulée autour de ses épaules, un petit bol en étain sur ses genoux. Elle nourrissait lentement une poule boiteuse à la main. Boone descendit du porche et se dirigea vers la clôture. Alo ne leva pas les yeux tout de suite, concentrée sur la tension de la corde, l'enroulant 2 fois avant de la nouer. Elle recula pour vérifier son travail, puis jeta enfin un coup d'œil vers lui. Boone posa la tasse sur le poteau de clôture à côté d'elle. « Ça tiendra mieux si tu plantes un nouveau poteau ici, dit-il. » Sa voix était égale, pas directive, juste un fait. Alo le regarda, puis le poteau, puis fit un petit signe de tête. « D'accord. » C'était le premier mot qu'elle lui adressait depuis leur arrivée. Sa voix était basse, stable. Boone ne réagit pas extérieurement, mais quelque chose dans sa poitrine se détendit un peu. « J'en apporterai un du tas après avoir fini de nourrir les bêtes, dit-il. Alo ne répondit pas, mais ne se détourna pas non plus. Ils restèrent là un moment, tous deux face au même morceau de clôture. Boone ramassa la bobine de corde à ses pieds et se dirigea vers la grange sans se retourner. Plus tard dans la journée, alors que le vent se levait et soufflait de la poussière bas sur le champ, Boone travaillait à fendre des bûches derrière un hangar. Il n'avait pas réalisé à quelle vitesse la pile de bois de chauffage diminuait avec 3 personnes sur la terre au lieu d'une. Les mains supplémentaires aidaient, bien sûr, mais l'hiver reviendrait un jour, et Boone n'aimait pas être pris au dépourvu. Quand il fit une pause pour essuyer la sueur de son front, il remarqua Nia assise à proximité, à l'ombre d'un arbre touffu. Elle l'observait, pas fixement, pas avec méfiance, juste présente. Il s'était habitué à ce regard silencieux. Elle observait le monde comme quelqu'un qui avait appris à ne pas lui faire confiance, mais n'avait pas complètement abandonné. Il pouvait comprendre ça. Il s'appuya sur le manche de la hache et but une gorgée de sa gourde. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-il, la voix égale. Nia hocha la tête. Sa couverture avait glissé de son épaule et elle la remonta, la serrant contre elle. « Oui. » Un autre mot. Une autre brique tombée. « Tu t'y connais en poule. » Elle haussa doucement les épaules. « Mon grand-père en élevait, avant. » Boone n'insista pas. Il n'avait pas besoin du reste de la phrase. Avant pouvait signifier un grand nombre de choses, avant la guerre, avant les raids, avant les marchands, avant qu'elles ne soient capturées. « Elles te sont attachées, dit-il. Elles te suivent plus qu'elles ne me suivent moi. » Nia esquissa le plus petit des sourires. Presque rien, mais il atteignit ses yeux pendant une seconde. Puis elle baissa le regard. Alo arriva du coin de la maison à ce moment-là, portant 2 poteaux de clôture en équilibre sur son épaule. Elle jeta un coup d'œil à sa sœur, puis à Boone, mais ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Il n'y avait aucune tension dans son corps, aucune alarme, juste une reconnaissance. Elle passa près de lui, ses pas sûrs et directs, et disparut vers la clôture. Cette nuit-là, Boone dressa 3 assiettes à table. Il laissa la porte de la cabane ouverte pendant qu'il mangeait, la lumière de la lampe à huile se déversant sur le porche. Un moment passa, assez longtemps pour qu'il se dise qu'elle ne viendrait pas. Il n'était pas surpris. Puis il entendit des pas légers sur le porche. Alo entra la première. Sa robe était propre, ses cheveux coiffés en une nouvelle tresse. Nia suivit, les bras croisés devant elle, ses yeux parcourant lentement la pièce comme si elle en étudiait chaque détail.
Elles s'arrêtèrent juste à l'entrée. Boone ne dit rien. Il fit juste un geste de la tête vers les chaises. Elles s'assirent. Ce n'était pas une célébration. Ce n'était pas un moment qui signifierait quoi que ce soit pour quelqu'un de l'extérieur, mais cela signifiait quelque chose ici, dans cet espace silencieux où rien n'était dit et où tout l'était. Ils mangèrent lentement. Le cliquetis des fourchettes contre les assiettes en étain remplissait le silence. Boone versa plus de café quand les tasses se vidèrent. Nia se resservit. Allô non. Ensuite, Allô se leva et commença à ramasser les assiettes. Boone fit un mouvement pour l'arrêter. Tu n'es pas obligé. Elle le regarda, direct, calme. Je veux le faire. Il la laissa faire. La cuisine n'avait jamais semblé être un endroit pour plus d'une personne. Mais maintenant, alors qu'il la regardait rincer la vaisselle dans la bassine pendant que Nia l'essuyait avec un chiffon usé, il sentit que c'était quelque chose de différent. Pas plein, mais plus vide non plus. Cette nuit-là, Boone sortit sur le porche pendant que les sœurs restaient à l'intérieur un peu plus longtemps. Il leva les yeux vers les étoiles. La brise avait changé, chaude et sèche à nouveau, du genre qui annonce qu'une autre saison est en train de tourner. Il n'avait pas eu l'intention de construire quoi que ce soit ici. Il était venu pour se cacher, pour attendre que le bruit et la culpabilité du passé s'estompent. Mais quelque chose prenait forme, lentement et sûrement. Et pour la première fois depuis des années, il ne ressentait pas le besoin de fuir. En milieu de matinée, la chaleur s'était de nouveau installée sur la terre comme un lourd manteau. Boone se tenait près de la grange, aiguisant sa hache sur une pierre à eau tandis qu'Allô attachait des fagots de petits bois derrière lui. Elle était là depuis l'aube, travaillant sans qu'on le lui demande, comme elle l'avait fait chaque jour depuis 2 semaines. Nia était près du lit du ruisseau avec une bassine en métal, frottant les vêtements qu'ils avaient préparés pour la lessive la veille au soir. Les sœurs avaient commencé à prendre en charge de plus en plus de tâches quotidiennes sans demander, sans fanfare. Ce n'était pas une obligation. Elles le faisaient comme si c'était simplement ce qui avait du sens, comme si elles avaient déjà décidé que c'était leur maison. Que Boone le dise ou non. Il ne les arrêta pas. Il n'avait pas beaucoup parlé à l'une ou à l'autre, au-delà du nécessaire. Des mots courts, honnêtes, sur les corvées, les animaux, le temps. Mais il avait observé. Boone n'était pas un homme qui jugeait à la hâte. Il avait vu trop de morts, trop de trahisons, sous des visages respectables. Mais chaque jour, les femmes restaient. Quelque chose en elles commençait à s'immiscer plus profondément dans ses pensées. Pas d'une manière qui le troublait. Pas d'une manière qu'il ne comprenait pas. Il n'avait simplement pas encore trouvé quoi en faire. Allô, en particulier, avait une façon de se tenir qui le marquait. Toujours composée, toujours alerte. Quand elle travaillait comme si c'était important. Quand elle se reposait comme quelqu'un qui ne tenait pas la paix pour acquise. Il n'y avait pas de douceur en elle. Pas de la manière dont la plupart des hommes pensent aux femmes, mais il y avait de la constance. Il y avait du cran. Et Boone respectait cela plus qu'il ne pouvait le dire. Quant à Nia, elle était devenue l'âme des poules. Boone n'avait jamais vu des animaux réagir comme ça auparavant. Elle traversait la cour avec 2 des poules la suivant comme des ombres. Le vieux mulet la laissait lui nettoyer les oreilles, et le chien qui jadis aboyait sur tout le monde sauf Boone dormait maintenant à ses pieds à l'ombre. Il y avait quelque chose de maternel en elle, quelque chose de fatigué aussi, mais pas d'amer. Il supposait qu'elle avait dû aider à élever des frères et sœurs plus jeunes d'où qu'elles viennent. Le conseil n'avait pas dit grand-chose sur la tribu à laquelle elles appartenaient. Boone se dit que ça n'avait pas d'importance. Quoi qu'il y ait eu avant famille, terre, non, tout avait été arraché. Et pourtant, elles se comportaient comme des femmes qui refusaient de disparaître. Cela importait plus que le passé. À l'approche de midi, Boone entra dans la grange pour échapper à la chaleur. Il jeta la hache sur l'établi et retira ses gants, essuyant la sueur de son front. C'est alors qu'il remarqua Nia debout dans l'embrasure de la porte, tenant un tissu plié dans ses mains. Elle entra tranquillement, un peu hésitante. « J'ai réparé la doublure », dit-elle en lui tendant le tissu. Boone le déplia. C'était son manteau, celui qu'il portait lors des longs trajets, celui avec la poche intérieure déchirée qui s'accrochait à son étui à chaque fois qu'il dégainait. Il regarda la couture. Serré, soigné, propre. « J'apprécie, » dit-il. Elle fit un petit signe de tête, puis hésita, ses doigts jouant avec le bord du tissu plié qu'elle avait utilisé. « Ma sœur dit que nous devrions bientôt aller en ville, » dit-elle plus doucement maintenant. Boone leva les yeux.
Pourquoi? Pour acheter des choses pour l'hiver. Du sel, du tissu, peut-être des bottes. Nous avons vécu de ce qu'il y a ici, mais ça ne durera pas éternellement. Boone n'y avait pas encore pensé, mais elle avait raison. Il avait prévu pour un homme pendant la saison, pas 3. Vous n'avez pas d'argent, dit-il platement. Nia le regarda, pas offensé, juste calme. Nous n'en avons pas, mais nous pouvons venir. L'implication était claire. Elle ne demandait pas qu'on leur donne quoi que ce soit. Elle demandait à être traitée comme faisant partie de la prise de décision. Cela pesa plus lourdement sur Boone que cela n'aurait dû, parce qu'une partie de lui ne savait toujours pas ce qu'elles étaient pour lui. Pas des pupilles, pas des prisonnières, pas des invités. Autre chose. Il hocha lentement la tête. Nous irons vendredi matin. Les épaules de Nia se détendirent. Elle lui fit un léger sourire et ressortit à la lumière du soleil. Cette nuit-là, Boone s'assit sur le porche avec un fusil sur les genoux, regardant les étoiles apparaître. Les femmes étaient déjà rentrées. Il pouvait entendre le faible bruit de l'eau versée dans une bassine, de Nia fredonnant quelque chose de bas et régulier. Les pas d'Alo passèrent une fois devant la porte puis se turent. Il se surprit à penser à la ville, Broken Mesa, et à ce que les gens pourraient dire quand il arriverait avec les 2 femmes à ses côtés. Il se fichait des commérages de la ville, mais il avait vu la façon dont Pritchard les avait regardés, la façon dont les hommes du conseil gardaient leur voix désinvolte tandis que leurs yeux s'attardaient. Boone savait exactement quel genre de pensée traversait ses esprits. Il ne s'inquiétait pas qu'il parle. Il s'inquiétait qu'il tente quelque chose. S'il le faisait, ils apprendraient vite que l'insigne qu'il gardait caché dans son manteau était peut-être dissimulé, mais il n'avait pas perdu sa signification. Tôt le lendemain matin, Boone surprit Alo derrière la cabane en train de couper des légumes à la table extérieure. Le soleil était encore bas, à peine levé sur la crête. Elle lui jeta un regard, puis retourna à sa planche à découper. « On va en ville vendredi, dit-il. Elle n'arrêta pas de couper. « Je sais, Nia me l'a dit. »« Ça t'inquiète de retourner là-bas » demanda-t-il. Alo s'arrêta, puis le regarda, mesuré. « Je ne m'inquiète pas de la ville, dit-elle. Seulement de la façon dont les gens traitent ceux qu'ils pensent ne pas appartenir. » Boone ne répondit pas tout de suite, puis il hocha la tête une fois. « Il ne parle pas pour moi. » Alo le regarda pendant un long moment. « Nous le savons. » Ce fut la fin de la conversation. Elle se remit à couper. Boone alla sceller le mulet. Mais dans ce seul échange, quelque chose avait changé. Elle ne faisait pas que rester. Elle commençait à faire confiance. Le soleil se leva, brûlant, le vendredi, montant au avant-midi et s'abattant sur Broken Mesa comme pour la punir. La poussière s'élevait sous chaque pas de sabot tandis que Boone menait son mulet dans la rue principale, avec Alo marchant à ses côtés et Nia assise de travers sur la selle, une main sur le bâtiment et l'autre protégeant ses yeux de l'éblouissement. Ils ne parlèrent pas beaucoup en chemin vers la ville. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Boone était devenu silencieux dès que la crête fut franchie et que les toits apparurent. Il ne portait pas son insigne comme d'habitude, mais son manteau était boutonné et son revolver était haut sur sa hanche. Il ne prévoyait pas de l'utiliser, mais si quelque chose tournait mal, il n'hésiterait pas. Ils passèrent devant le magasin général, le saloon, la banque vide aux fenêtres barricadées. Les têtes se tournèrent. Pas de surprise. La nouvelle avait circulé rapidement après ce jour avec la prime, la corde et les liens coupés. Les gens faisaient toujours semblant de ne pas remarquer les choses qu'ils ne comprenaient pas, mais ils remarquaient quand même. Et maintenant, le voilà, des semaines plus tard, arrivant avec les 2 femmes comme si c'était normal. Certains s'arrêtèrent de parler, d'autres se penchèrent en arrière sur leurs chaises, observant. Boone continua de marcher. À l'intérieur du magasin, l'odeur de grains secs et d'outils en fer flottait dans l'air. Alo entra la première, calme et posée, les épaules droites. Nia suivit tranquillement, examinant les étagères, les rangées d'articles en étain, les rouleaux de tissu, les petits barils de sel, gemme et de farine. Boone balaya la pièce du regard. Un adolescent se tenait derrière le comptoir où se trouvait l'ancien commis. Nouvelle recrue. Le garçon avait l'air nerveux, ses yeux allant de l'arme de poing de Boone aux 2 femmes. « Il nous faudra des haricots secs, de la farine, des biscuits de mer et du sel, » dit Boone en s'approchant du comptoir. 3 mètres de laine, brune ou grise, et des bottes, pointures 5 et 6. Le garçon hocha la tête trop vite. « Oui, monsieur. » Il disparut derrière le rideau du fond.
Halo se dirigea vers l'étagère de tissu. Elle passa la main sur un rouleau de laine usée, puis se tourna vers Boone. Celle-ci est épaisse, dit-elle. Bonne pour l'hiver. Il hocha la tête. Ça ira. Nia était maintenant accroupie près de l'étagère du bas, examinant une rangée de bocaux de conserve. Elle en toucha un doucement et ne dit rien, mais son regard s'attarda. Boone s'approcha d'elle. Tu peux en prendre 2. Elle leva les yeux. On peut faire de la confiture. Avec quoi? Demanda-t-il, sans hostilité. Il y a des mûres sauvages près du ruisseau, dit-elle. Je les ai vus la semaine dernière. Il fit un léger signe de tête. D'accord. Ils payèrent en pièces et firent du troc pour ce qu'ils ne pouvaient pas couvrir. Boone avait apporté 3 pots de lapin nettoyés et un sac d'herbes séchées, des choses que le magasin prenait toujours quand l'argent manquait. Le garçon emballa tout sans commentaire. Mais quand Boone se retourna pour partir, il aperçut le conseiller Pritchard debout juste devant la vitrine du magasin, les bras croisés. Boone s'arrêta, croisa son regard à travers la vitre. L'homme ne bougea pas. Dehors, la chaleur était plus épaisse. Pritchard se mit sur leur chemin alors qu'ils sortaient, ses yeux se rétrécissant d'abord sur les 2 femmes avant de se fixer sur Boone. Vous marquez le coup, shérif, dit-il platement. J'achète des provisions, répondit Boone. Pritchard eut un sourire narquois. Elles sont toujours sous votre toit. Boone ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire bougea légèrement. Elles vivent avec moi, dit-il finalement. Elles travaillent. Elles sont libres. C'est tout ce qu'il y a à dire. Les gens parlent. Ils le font toujours. Halo s'approcha. Pas derrière Boone, mais à côté de lui. Les yeux de Pritchard se tournèrent vers elle, puis se détournèrent. Assurez-vous simplement que vos arrangements restent convenables, marmonna Pritchard, puis il toucha son chapeau d'un geste qui ne signifiait rien et s'éloigna. Ils quittèrent la ville en silence, Boone menant à nouveau le mulet, les sacs solidement attachés. Personne ne les suivit. Personne ne tenta rien, mais les regards restèrent sur leur dos jusqu'à ce que la ville soit loin derrière eux. De retour à la cabane, l'ambiance changea. Nia déballa les marchandises et commença à préparer une petite marmite de ragoût, rangeant la farine et les haricots secs en rangées nettes dans les bacs de rangement. Halo posa la laine sur le lit, passant à nouveau sa main le long du pli. Boone s'assit sur le porche. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la ville. Ses épaules étaient tendues. Il n'aimait pas être confronté devant elle. N'aimait pas qu'on lui rappelle à quel point il serait facile pour les gens de déformer ce qui était simple. Il s'attendait à quelque chose en ville, mais ne savait pas que ça viendrait si directement. Halo sortit tranquillement et s'assit sur la rampe du porche en face de lui. « Ce qu'ils vont dire t'inquiète ?» demanda-t-elle. Il secoua lentement la tête. « Non. Tu en avais l'air. » Boone se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je ne m'inquiète pas des rumeurs. Je m'inquiète qu'un ivrogne puisse croire que ça lui donne la permission. » Elle hocha la tête une fois. « On peut se débrouiller. »« Je sais, » dit-il, « mais je veille quand même. » Ils restèrent assis en silence un moment. Puis elle parla à nouveau, plus doucement. « Nous ne partons pas. » Il la regarda. « On n'était pas sûr au début, » ajouta-t-elle. « Mais nous avons décidé. Nous restons. » Il ne dit rien tout de suite. Laissa juste la chose en suspens. Puis il fit un petit signe de tête. « D'accord. » Cette nuit-là, ils dînèrent à l'intérieur. Pas de porte ouverte, pas de distance. Après avoir mangé, Boone versa un peu de café et s'assit près du foyer. Halo s'attarda à table, regardant la lumière du feu se déplacer sur les murs. Nia passa derrière elle et posa doucement une main sur l'épaule de Boone en passant. C'était doux, bref, mais il le sentit. Quelque chose avait encore changé. Pas bruyamment, mais sûrement. Les nuits devinrent plus froides de jour en jour. Boone avait commencé à ramener plus de bois de la crête lointaine, l'empilant sur le côté de la cabane avec une urgence silencieuse. Les feuilles le long du lit du ruisseau sec avaient bruni tôt, cassant sous les pieds. Il ne faudrait pas longtemps avant que le gel ne s'installe. À l'intérieur de la cabane, les changements étaient minimes, mais indéniables. Les femmes se déplaçaient maintenant dans l'espace comme s'il leur appartenait aussi. Elles balayaient sans qu'on le leur demande, mettaient la table sans attendre. Nia s'était mise à fredonner en cuisinant. Quelque chose de doux et de mélodieux, peut-être d'une autre vie.
Boone ne demanda pas à Alo nettoyer le fusil sans qu'on le lui demande. Resserra une charnière lâche sur la porte de la grange, raccommoda la déchirure de la courte pointe du lit. Elle ne demandait pas non plus. Boone gardait toujours ses paroles rares, mais ses actions avaient changé. Il ne s'asseyait plus seul sur le porche le matin. Il attendait que Nia lui tende une deuxième tasse. Il ne quittait plus la cabane pour leur laisser de l'espace. Il restait quand elle s'asseyait. Quand elle parlait doucement entre elles, quand elle travaillait de cette manière silencieuse que seules les personnes partageant un deuil peuvent avoir. Ce soir-là, Boone revenait de vérifier la clôture ouest. Une des traverses s'était fendue, probablement à cause de la pourriture sèche, et devait être remplacée. En montant sur le porche, il trouva Nia qui attendait déjà près de la porte, lui tendant un bol de ragoût. « J'ai ajouté de l'oignon sauvage », dit-elle doucement. Boone prit le bol et fit un bref signe de tête. « Ça sent bon. » Elle ne bougea pas tout de suite. Ses yeux s'attardèrent sur lui plus longtemps que d'habitude, et Boone, sentant quelque chose de non dit, attendit. « Je me souviens de ce que c'était que d'être possédé, » dit-elle soudainement. Boone leva les yeux vers elle. « Je n'ai rien dit avant. Je n'étais pas prête. Mais je veux que tu saches, quand ils nous ont donné à toi, je m'attendais à ce que tu nous prennes comme ils le voulaient. » La mâchoire de Boone se contracta. Il posa le bol sur la rampe du porche avec précaution. « Je n'ai rien pris. »« Je sais, » dit-elle, presque dans un murmure. « C'est pour ça que nous sommes restés. » Elle se retourna et entra. Il resta là un moment, les mains immobiles. Ces mots avaient ouvert quelque chose qu'il ne s'était pas permis de toucher. La vérité simple et brutale de leur arrivée. Il l'avait refoulée, se concentrant sur le travail, les tâches quotidiennes. Mais l'entendre de sa bouche, sans peur, calme, rendait cela réel d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Quand Boone entra dans la cabane plus tard, Alo entretenait le feu, une main appuyée sur son genou. Elle le regarda entrer, ses yeux calmes mais fermes. Elle avait aussi quelque chose en tête. Il pouvait le sentir. Il se lava à la bassine, s'essuya les mains et s'assit à table. Elle le rejoignit. « Nous ne pouvons pas retourner en arrière, » dit Alo sans préambule. « Même si nous le voulions, il ne reste plus de famille. Pas de terre, pas de camp. Tout a disparu. » Boone hocha lentement la tête. « Tu n'es pas obligé de me le dire. Pas si tu ne le veux pas. Je te le dis parce que nous avons fait un choix, dit-elle. Tu dois savoir que ce n'est pas par besoin. » Il la regarda. « Alors pourquoi ?» Les yeux d'Alo ne vacillèrent pas, parce que cet endroit ressemble à quelque chose que nous n'avons jamais eu. Même pas avant qu'ils nous prennent. Et toi, tu ne nous as jamais touchés. Tu ne nous as jamais donné d'ordre. Tu n'as pas essayé de nous expliquer à toi-même ou de demander quoi que ce soit. Tu nous as juste laissé être. Boone se pencha en arrière sur sa chaise. Il ne savait pas quoi dire, mais elle ne cherchait pas de mots. Elle avait juste besoin d'être entendue. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient assis dans la douce lueur orangée du feu, Boone ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'apaisement. Nia était assise en tailleur près du foyer, ses mains enroulées autour d'une tasse. Alo était assise en face de lui, les jambes repliées sous elle, la tête appuyée contre le mur. Puis, sans fanfare, elle se leva, s'approcha de lui et s'arrêta à quelques centimètres. Boone leva les yeux. Alo s'agenouilla lentement à côté de sa chaise. « Je ne m'offre pas parce que je te dois quelque chose, » dit-elle. « Je m'offre parce que je le veux. » Il ne bougea pas pendant un long moment. Puis il tendit la main, lui toucha doucement le visage et se pencha. Leurs lèvres se rencontrèrent, calmes, stables, sans désespoir. Un simple baiser, mais pas anodin. C'était le premier contact qui avait un sens. Pas par réconfort, pas par dette, mais par choix. Elle resta près de lui après, sa tête reposant légèrement contre sa poitrine, sa respiration régulière. Boone resta immobile, les bras autour d'elle, une main reposant légèrement au creux de son dos. Il ne lui demanda pas plus. Il n'en avait pas besoin. Ce moment suffisait. Plus tard, quand ils se levèrent, elle retourna dans son coin de la cabane et s'installa. Boone resta près de la porte un peu plus longtemps, regardant la terre silencieuse. Les étoiles étaient nettes dans le ciel. Il ne savait pas ce que demain apporterait, mais il ne se sentait plus comme s'il attendait que ça se termine. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'être rentré à la maison. La première gelée arriva tôt cette année-là.
De fins cristaux blancs s'accrochaient aux poteaux de clôture et à l'herbe derrière la grange avant que le soleil n'ait eu le temps de se lever. Boone se tenait dehors juste avant l'aube, son souffle visible dans le froid, une main enroulée autour d'une tasse fumante. Il s'était levé plus tôt que d'habitude, n'arrivait pas à dormir. Le baiser d'il y a 2 nuits n'avait pas quitté son esprit. Pas un instant. Non pas par culpabilité ou confusion, mais parce que quelque chose avait changé depuis, quelque chose de silencieux, mais de ferme. L'espace entre lui et Halo n'était plus rempli de silence. Il était rempli de quelque chose de compris, de quelque chose de mérité. À l'intérieur de la cabane, le poêle crépitait avec le premier lot de petits bois. Boone avait empilé le bois plus haut près du mur maintenant, plus cassé pour les faire tenir jusqu'au printemps. Nia remuait une marmite de pommes séchées et d'avoine sur le poêle, toujours enveloppée dans un châle, ses pieds nus rentrés sous sa longue jupe. Elle bougeait plus lentement ces derniers temps. Boone l'avait remarqué. Elle prenait plus de pauses. Ses mains berçaient son ventre plus longtemps après s'être penchée. Il n'avait pas demandé. Mais ce matin, alors qu'elle versait de l'eau chaude sur des feuilles de thé et s'appuyait sur le comptoir avec une douce expiration, Halo s'approcha d'elle. Elles échangèrent un regard, silencieux, familier. Puis Nia hocha la tête une fois et Halo se tourna vers Boone. « Elle est enceinte », dit simplement Halo. Boone ne répondit pas tout de suite. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nia. Sa posture ne changea pas. Elle ne demandait pas la permission. Elle n'avait pas honte. Elle attendait simplement qu'il comprenne. « Depuis quand ?» demanda Boone. « Quelques mois, » dit Halo. « C'est arrivé avant qu'on te rencontre. Quand on était encore. » Elle s'interrompit, mais le sens n'avait pas besoin d'être complété. Boone posa sa tasse sur la table. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Nia le regarda, surprise. Non pas à cause de ce qu'il disait, mais parce qu'il le disait sans jugement. « Il nous faudra du lin, » dit-elle après un moment. « Et plus de bouillon d'os, pour la douleur. »« D'accord, » dit Boone. « On fera un autre voyage avant la neige. » Il ne s'y a pas. Il ne recula pas. Il ajouta simplement la nouvelle à la liste des choses qu'il devait maintenant porter et avança. Halo l'observa attentivement, mesurant sa réaction comme elle l'avait fait le premier jour. Elle vit ce qu'elle avait besoin de voir. Plus tard dans la matinée, Boone se dirigea vers la partie ouest de la propriété, Halo assise derrière lui. Ce n'était pas courant. Elle ne montait pas souvent avec lui, mais la rive du ruisseau s'était déplacée et la clôture était trop proche pour ne pas céder sous le ruissellement. Il avait besoin d'une deuxième paire de mains pour tenir les piquets. Pendant le trajet, Halo appuya sa tête contre son dos, ses bras légèrement autour de sa taille. Elle n'avait jamais fait ça avant. Boone sentit le poids de ce geste. Délibéré, calme, sans peur. Ils atteignirent la section cassée vers midi. Halo descendit de cheval sans aide. Elle prit le marteau et le poteau pendant que Boone tenait le fil de fer. Ils travaillèrent côte à côte pendant près d'1 heure, sans parler. À un moment donné, elle écarta les cheveux de son visage et le regarda. « On ne prévoyait pas de rester avec toi aussi longtemps, » dit-elle. « Au début. On pensait peut-être 1 semaine, puis on partirait. »« Je sais, » dit Boone. « Mais tu ne nous as pas demandé de partir, même quand ça aurait été plus facile. »« Non, » dit-il. « Je ne le voulais pas. » Halo fit une pause. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à me faire dire où je pouvais et ne pouvais pas aller. À qui j'appartenais, ce que je valais. Tu ne nous as jamais rien demandé. Pas une seule fois. » Boone enfonça le dernier piquet dans le sol. « Je n'en avais pas besoin. » Elle s'approcha, baissant le marteau. « Et maintenant ?» Boone la regarda, vraiment. Ses yeux ne le défiaient pas. Il lui demandait de parler clairement. « Je ne veux pas que vous partiez, ni l'une ni l'autre, » dit-il. « Ni maintenant. Ni jamais. » Halo laissa échapper un souffle silencieux et s'avança, reposant brièvement son front contre sa poitrine. « Alors nous ne le ferons pas. » Ils restèrent ainsi un moment, sous le ciel gris, entre les poteaux et la brise froide. La terre autour d'eux était sèche et silencieuse, mais l'immobilité entre eux n'était plus vide. Elle semblait enracinée, décidée. Au moment où ils retournèrent à la cabane, le ciel avait commencé à s'assombrir. Nia avait allumé un feu, ses joues chaudes, ses yeux lourds de sommeil. Boone l'aida à s'installer dans le fauteuil près du foyer et lui tendit le reste du thé d'écorce de saule point. « Tu auras besoin de repos dans les semaines à venir, dit-il.
Je ne suis pas sans défense, répondit-elle, la voix douce mais ferme. Je n'ai pas dit que tu l'étais, répondit Boone. Mais j'ai 2 mains, et Halo aussi. Tu n'auras pas à faire ça toute seule. Elle le regarda, vraiment, puis hocha la tête une fois. Merci. Cette nuit-là, la cabane était silencieuse. Le vent se leva, tapotant contre les fenêtres. Boone sortit 1 minute avant de se coucher, le froid mordant ses doigts. Il se tint sous les étoiles et laissa l'immobilité s'installer sur lui. Il y avait eu un temps où il n'aurait jamais pensé pouvoir surmonter la culpabilité d'Aguafria. Un temps où il pensait que tout ce dont il était capable était la survie et le silence. Mais maintenant, à l'intérieur de cette cabane, une nouvelle vie se formait. Une femme en qui il avait confiance dormait dans son lit. Une autre femme qu'il respectait portait un enfant qui n'était pas le sien, mais pas non plus mal aimé. Il avait bâti une vie ici, pas bruyante, pas propre, mais solide. Et pour la première fois depuis des années, il ne se demandait pas ce qui allait suivre. Il savait qu'il restait. Le bébé naquit au début du printemps, juste au moment où la dernière gelée fondait dans le sol. La terre était encore dure, et les nuits mordaient encore les os, mais le verre avait commencé à percer. De petits signes que le pire de l'hiver était derrière eux. Boone avait passé les semaines précédentes à préparer la cabane du mieux qu'il pouvait. Il avait mieux calfeutré les fenêtres, transporté plus d'eau, tassé de la paille dans la grange au cas où un abri supplémentaire serait nécessaire. Il n'était pas sage-femme, n'était même pas sûr d'être utile le moment venu, mais il se préparait comme il le faisait toujours, tranquillement, minutieusement, sans demander de remerciements. Halo prit en charge la plupart des soins pendant les derniers jours avant que Nia n'entre en travail. Elle parlait plus maintenant, principalement avec Nia, mais même Boone pouvait dire que le tranchant de sa voix s'était adouci. Elle ne le regardait plus avec méfiance. Elle regardait simplement, comme si elle était à sa place ici, comme si elle y avait toujours appartenu. L'accouchement eut lieu juste avant l'aube, dans les heures calmes où le feu s'était consumé et où les coyotes appelaient encore au loin. Boone ne dormit pas cette nuit-là. Il s'assit sur le porche, son manteau enroulé autour de lui et son fusil sur les genoux, non par peur, mais par habitude. Ses pensées restaient à l'intérieur, avec les cris de Nia étouffés derrière le mur de la cabane, les instructions calmes d'Halo flottant à travers. Il ne bougea pas jusqu'à ce que le son change, jusqu'à ce qu'un deuxième cri, plus petit, s'élève dans l'obscurité et fasse taire tout le reste. Il se leva, mais n'entra pas. Pas tout de suite. Quand la porte grinça en s'ouvrant, Halo sortit, son souffle visible dans le froid. « Elle va bien, dit-elle. Et le bébé aussi. » Boone hocha simplement la tête, un lent souffle quittant ses poumons. « Garçon ou fille ?»« Fille, » dit Halo. « Petite, forte. » Elle n'en dit pas plus. Elle n'en avait pas besoin. Il entra quelques minutes plus tard. L'air était chaud à cause du poêle. Nia était allongée, enveloppée dans des couvertures, pâle et fatiguée, mais avec une paix que Boone n'avait jamais vue en elle auparavant. Le bébé dormait dans ses bras, enveloppé dans un des tissus cousus par Halo. Boone se tint au pied du lit un moment, son chapeau à la main, ne sachant pas s'il avait sa place dans cette scène. Puis Nia le regarda et lui fit un léger sourire. « Tu veux la tenir ?» demanda-t-elle, la voix faible mais assurée. Boone hésita, puis hocha la tête. Nia bougea légèrement et Boone s'avança, les bras tendus. Il berça l'enfant avec précaution, comme si le moindre mouvement pouvait la briser, mais elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait, son petit poing serrant le bord du tissu. Il ne parla pas, ne sourit pas, mais quelque chose dans sa poitrine s'agita, quelque chose de stable et de profond. Ce n'était pas son enfant. Pas par le sang. Mais cela n'avait pas d'importance. Il était là. Il restait. Au cours des semaines suivantes, la vie s'installa dans quelque chose qui semblait permanent. Boone agrandit le poulailler, défricha le champ et aida Nia à remarcher jour après jour alors que la force revenait dans ses membres. Halo planta des légumes racines avec une urgence silencieuse. Le bébé, nommé Ren, un nom que Nia avait murmuré une nuit sans avoir besoin de l'expliquer, dormait principalement pendant la journée, bercé dans la cabane ou emmailloté dans une écharpe pendant qu'Halo la portait de tâche en tâche. Il ne parlait plus beaucoup du passé. Non pas parce qu'il était oublié, mais parce qu'il avait enfin desserré son emprise. Quand le printemps s'épanouit pleinement, Boone se rendit à Broken Mesa pour la première fois depuis l'hiver. Il n'alla pas d'abord au magasin. Il alla à la mairie. Pritchard était là, assis sur le porche avec 2 autres propriétaires terriens, sirotant du café noir et discutant de contrats d'irrigation. Ils virent Boone arriver avant qu'il ne parle.
Il attacha son cheval et se dirigea droit vers eux, les épaules carrées, la mâchoire serrée. « Elles vivent avec moi, » dit Boone, la voix neutre, mais assez forte pour couper le murmure. « Vous le savez tous. Vous en parlez depuis assez longtemps. » Les hommes ne parlèrent pas au début. Boone continua, « Allô, Nia, et leur fille. Elles ont ma terre, mon feu, mon nom si elles le veulent. Ce n'est pas à débattre. » Pritchard se remua sur son siège, son sourire narquois forcé. « Dis donc, tu ne nous dois aucune explication, Laramie. »« Je ne vous en donne pas, » répondit Boone. « Je vous donne un avertissement. » Personne ne dit plus rien. Boone se retourna, monta sur son cheval et partit. De retour chez lui, Allo étendait du linge sur la corde. Le bébé attaché à sa poitrine, sa tresse flottant dans la brise. Nia était assise au soleil avec un panier sur ses genoux, écossant des haricots et fredonnant quelque chose de lent. Boone arriva, descendit de cheval et se dirigea vers le porche. Allo se tourna vers lui, lisant son visage. « Tu es allé en ville. »« Oui. »« Et ils n'en parleront plus, » dit Boone. « Pas dans ma direction. » Elle fit un bref signe de tête, puis baissa les yeux vers Ren, qui commençait à s'agiter. Boone s'approcha, prit doucement le bébé et l'atteint d'un bras tout en utilisant l'autre pour stabiliser le tissu sur son épaule. « Tu penses qu'elle aimera cet endroit ?» demanda-t-il. « Elle l'aime déjà, » dit Allo. Nia leva les yeux de son panier. « Nous l'aimons toutes. » Boone regarda la terre, sa clôture, le champ qui poussait, la fumée qui s'élevait du poêle. Il sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qui n'y avait jamais été auparavant. Pas pendant toutes ces années en tant qu'homme de loi, pas pendant la guerre, pas dans le silence qui a suivi. C'était la paix. Pas faite de grandes déclarations ou de promesses gravées dans la pierre, mais de la décision de rester, de choisir chaque jour de construire quelque chose de réel à partir de ce qui était brisé. Et pour une fois, aucun passé n'était plus bruyant que le présent. C'était leur foyer maintenant, et personne ne le leur prendrait.